Bien, bonjour et rebonjour à tous. Donc, ce webinaire-là, organisé par l'équipe du service déchets économie circulaire de la région, hein. Vous devez connaître un peu vos correspondants territoriaux dans l'équipe. On est 6 qui ont participé à son organisation, plus 2 qui sont un petit peu plus aux manettes sur ce sujet, hein. C'est Prisca Giraudot qui est dans l'équipe et moi-même, hein, Bruno Garde. Vous savez qu'on se répartit les thématiques et les territoires avec les autres collègues, Carole, Benoît, Simon et Karine. Ce webinaire s'inscrit un peu dans les dispositifs d'animation que met en place la région Occitanie, hein, et notamment l'animation du réseau qu'on a initié, du service public de prévention et de gestion des déchets. On a mené différents webinaires déjà sur le sujet. Vous nous avez fait remonter des besoins. Et bon, on peut vous rappeler les règles du webinaire, mais je pense on est un peu formaté à cet exercice, hein, donc on va peut-être passer là-dessus, pour gagner un peu de temps, pour laisser la place un peu plus au contenu. Comme vous l'avez précisé, il s'inscrit dans ce réseau. On vous remet le lien et la communauté qui a été dédiée. Et on effectue avec les partenaires, qui vont être l'ADEME, l'Ordéco, Citeo et d'autres, différents événements, hein, depuis des webinaires, des réunions, des retours d'expérience, de la documentation, suite à un premier aussi questionnaire qu'on avait élaboré et vous nous aviez fait remonter des besoins. Il y avait le sujet de l'élaboration des programmes locaux de prévention, hein, qui est un objet quand même important, euh, qui s'inscrit pleinement dans le plan d'action du plan régional de prévention et de gestion des déchets, et qui permet, par l'élaboration de ces programmes locaux et surtout des actions qui en découlent, menées par les collectivités et puis aussi les acteurs territoriaux, une fois agrégés en quelque sorte, de répondre à tous les objectifs qui sont inscrits dans le plan régional qui a été élaboré en concertation avec tout le monde et qui a été voté en novembre 2019. Alors sur ce sujet, programmes locaux de prévention, on s'est posé la question avec Prisca et avec les partenaires de, de détricoter un peu comment on élabore un programme local, de vous présenter tout le contenu du guide ressources de l'ADEME. Mais finalement, on n'a pas voulu faire l'exercice. On n'a pas voulu rentrer un peu dans l'aspect réglementaire, hein, ou le cadre normatif de cet objet. Mais on a voulu faire profiter du retour d'expérience qui a été mené par certains territoires. Et dans un premier webinaire, plutôt vous donner un cadre méthodologique un peu pour bien démarrer. Et les retours d'expérience qu'on va vous présenter, c'est des retours d'expérience de collectivités qui ont initié ce programme local et pourquoi ils l'ont fait. Et puis, il y a quelquefois des démarches qui ont été faites en accompagnement avec des partenaires extérieurs ou en démarche un peu collective avec un syndicat de traitement ou des démarches collaboratives entre EPCI voisins qui avaient des problématiques voisines pour de l'émulation et pour faire de la mutualisation et de l'économie d'échelle. L'objet vraiment de ce webinaire aujourd'hui, c'est de montrer que vous n'êtes pas tout seul sur ce sujet. Regardez un peu autour de vous et il y a moyen de défricher sans partir d'une feuille blanche de son propre territoire, quoi.
Et donc là, ces retours d'expérience sont là pour donner peut-être un peu du sens, vous inspirer, puis vous faire envie de démarrer. Et si Prisca, tu peux défiler, voilà. Et là, on a effectué lors du suivi du plan régional un premier état de l'art, quoi, hein, toutes les démarches de PL, PDMA qui avaient été initiées sur les territoires ou qui sont en cours. Et on se rend compte qu'on a pratiquement plus de 60% de la population qui est couverte par ces démarches. On dit démarches qui sont faites à différents niveaux, des fois qui ont été initiées mais qui sont restées un peu dans les tiroirs, ou d'autres démarches qui ont été moins formalisées, mais il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place, hein. C'est souvent les actions qui font les programmes et pas forcément les programmes qui font les actions, hein, voilà. Mais on arrive quand même à un moment charnière où il y a, par le cadre réglementaire, ces démarches qui ont été initiées il y a plusieurs années en arrière qui nécessitent d'être renouvelées, quoi. Et c'est certes une démarche obligatoire, mais c'est peut-être surtout une démarche qui peut impliquer l'ensemble des agents dans une collectivité. C'est aussi une démarche qui peut donner du sens et impliquer différents usagers sur le territoire et les mobiliser pour aller tous dans le même sens. Une démarche aussi qui peut permettre une cohérence dans la communication qui est menée, qui peut donner une identité visuelle. Voilà, c'est un peu là tout ce qui peut donner du sens à cette démarche, voilà, qu'on veut vous présenter. Et donc, au-delà de grands discours, on va rentrer peut-être un peu plus dans le cœur du webinaire et profiter des retours d'expérience des intervenants qu'on a mobilisés pour qu'ils interviennent, hein, c'est le cas de le dire, on les remercie. Et on va tout d'abord peut-être commencer par présenter la démarche. Oui, il y a ça aussi, j'ai oublié d'en parler, quoi. Il y a pas mal de ressources qui sont disponibles, hein. On avait fait un webinaire sur ce sujet. Des ressources disponibles via le site Optijet de l'ADEME, via le guide aussi qui avait été élaboré en son temps, qui est peut-être un peu indigeste, mais je pense que chacun à son niveau, suivant ce il veut mener, peut y trouver des choses intéressantes. Et il y a aussi tout le réseau qui est animé par l'ADEME, le réseau A3P, bon, qui est plus sur des démarches un peu plus poussées, mais qui est là aussi pour faire de l'échange d'expérience sur le sujet, quoi. Voilà. Et donc, si tu peux passer la diapo suivante, Prisca, s'il te plaît. Voilà, et on va rentrer dans le cœur du sujet. Et pour cette première intervention, on accueille Nicolas Pérez du CIMAT des Hautes-Pyrénées, qui est un territoire qui est engagé de longue date quand même dans la prévention, hein, qui avait été un territoire qui avait déjà été accompagné en son temps par les premiers programmes locaux de prévention avec l'ADEME. S'est retrouvé, je crois, dans un contexte quand même d'extension de son périmètre et qui poursuit l'engagement sur la prévention en menant d'autres actions sur les biodéchets, je crois, et sur la mise en place notamment de la tarification incitative dans un territoire quand même qui est semi-rural et touristique. Voilà, donc je cède la parole à Nicolas Pérez pour qu'il présente un petit peu le cadre, comment il a élaboré cette démarche en lien avec les élus et les autres techniciens, et puis des aspects pratiques, surtout, qui peuvent intéresser d'autres territoires qui veulent s'initier dessus, comment il a démarré, quels ont été le contenu, la méthode, et puis quelques éléments pratiques de concertation qui ont peut-être été mis en place, où il en est aujourd'hui. Et avec le recul, les difficultés qu'il y a eu et les avantages qu'il y voit, et si est-ce qu'aujourd'hui, il referait la démarche de la même manière. Merci. Est-ce que Nicolas Pérez, là, on vous tend la perche Vous pour m'entendez votre bien? présentation. Vous avez à peu près entre une bonne dizaine de minutes. Et on fera derrière à votre intervention un temps de questions-réponses, hein, parce que je crois aussi que vous êtes mobilisés sur une autre réunion avant la fin de ce webinaire.
Bonjour à Merci. tous. Vous m'entendez? Oui, Ok, très bien. Donc, bien, merci à vous de me donner l'opportunité de présenter aussi un retour d'expérience de notre collectivité. Donc, je vais essayer au mieux de partager mon expérience. Alors, il y a une petite présentation formelle pour essayer de balayer un peu les différents sujets, mais surtout, je suis là pour essayer de répondre peut-être aux questions, voilà, essayer de faire sauter peut-être certains freins ou activer certains leviers. Voilà, partager mon expérience. Donc, n'hésitez pas surtout à m'interrompre, à poser des questions qui vont plus dans vos attentes. Donc voilà. Donc je vais rentrer dans le cœur du sujet. Prisca, si tu peux faire défiler du coup, voilà, les diapos, merci. Donc le CIMAT, nous on a un territoire de 140 000 habitants à peu près, 120 communes qui effectivement s'est étendu ces dernières années depuis 2018 avec des zones touristiques comme Lourdes et Bagnères. Donc effectivement le PLPDMA pour nous d'abord ça a été assez logique puisque c'était la continuité en fait de nos actions de prévention qu'on avait mis en place. Alors là, vous voyez depuis 2010, mais même avant 2010, finalement, comme toutes les collectivités, il y avait certaines actions de prévention, mais qui étaient faites au cas par cas, c'est-à-dire de la distribution de composteurs individuels, ce qu'on appelait avant les stop pubs, etc. Mais à partir de 2010, effectivement, il y a eu vraiment un engagement politique sur ces thématiques où on a pu construire d'abord le premier programme local de prévention entre 2010 et 2016, qui a permis vraiment de, comment dire, structurer en fait finalement nos actions de prévention, les développer. Et bien sûr, avant de développer ça, c'était faire un état des lieux pour savoir ce qu'il y avait sur notre territoire réellement, avec qui travailler et vers où on voulait aller. Donc ensuite, après le premier programme local, pardon, on s'est engagé dans le territoire zéro déchet, zéro gaspillage, qui a permis d'aller plus loin en fait que la simple prévention des déchets en incluant des actions d'économie circulaire. Et donc pour nous, finalement, s'engager dans le PDMA, c'était vraiment une logique de continuité dans ces actions pour continuer à inscrire de manière, enfin, l'engagement politique, voilà, sur le territoire, sur ces thématiques de prévention. Ensuite, il y a bien sûr juste quand même l'objectif réglementaire qui est important et qui permet de convaincre aussi pour le développement de ce PDMA. Voilà. Je pense qu'il faut utiliser tous les leviers possibles dans nos collectivités pour convaincre en fait les élus, la direction de mettre en place ces PLPDMA et l'objectif réglementaire, c'est un argument voilà, pour le mettre en place aussi. Alors, par rapport à l'élaboration, c'est à peu près pris 10 mois d'élaboration. C'est assez compliqué en fait de l'estimer parce que c'est une émission parmi d'autres en fait, parce que nous on l'a réalisé en interne. Donc on est deux chargés de prévention et donc on l'a réalisé en fait à deux les diagnostics, la proposition d'action, etc. Mais pour moi c'est difficile de vous dire exactement le temps en équivalent temps plein qu'on y a passé. Voilà la proportion sur nos missions, puisqu'en fait finalement vu qu'on est dans la continuité des actions de prévention. Le but quand même, c'est de développer ces actions et donc le but n'était pas de couper les actions en cours. Au contraire, c'était vraiment de pouvoir continuer dans ce sens-là. Au niveau des difficultés qu'on rencontre, mais ça c'est un petit peu les mêmes depuis le départ finalement de tous les programmes de prévention, c'est impliquer les différents acteurs et mobiliser, dynamiser le réseau et également en interne, c'est-à-dire au niveau des élus, etc. Ça c'est vrai que c'est la principale difficulté. C'est que ça reste pas en fait un plan comment dire, interne au service, mais c'est vraiment de le partager, de faire travailler, de travailler en collaboration vraiment avec des acteurs du territoire, avec en transversalité dans notre collectivité avec les différents services, etc. Voilà. Donc ça, c'est toutes les difficultés finalement, parce qu'il n'y a aucune difficulté à créer un plan, faire valider un plan, etc. Par contre, la difficulté, c'est de le faire vivre, quoi, finalement. Alors pour ça, finalement, on a justement essayé de développer une équipe projet assez conséquente. Donc il y a une élu référente qui était finalement l'élu qui était déjà sur la prévention des déchets
qui a été désigné sur le PLPDMA. Donc, moi qui suis animateur sur le PLPDMA. Et ensuite, dans l'équipe projet, on a aussi une autre chargée de mission, prévention, un chargé de mission biodéchets. Mais alors ça, je vous montre l'équipe projet, comment dire, actualisée au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que quand on a créé le PLPDMA, c'était pas ça, puisque depuis, on a eu le territoire qui s'est agrandi. Il y a aussi l'appel à projet des biodéchets ADEME Région, sur lequel on a répondu avec l'obligation du tri à la source des biodéchets. Donc, l'équipe a évolué avec un chargé de mission biodéchets, maître composteur, une coordinatrice du tri, on a 8 ambassadeurs de la prévention et du tri et un guide composteur, notamment sur tout ce qui est compostage partagé. Donc, ensuite, ce qui a été important aussi, c'était de... Ah, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Ouais, voilà. Ce qui était important, c'est aussi au niveau de la commission consultative d'élaboration et de suivi, puisque là, au niveau de la méthodologie, c'est vraiment, comment dire, on a libre choix au niveau de la collectivité de choisir qui on met dans cette commission consultative. On pourrait très bien faire un simple comité de pilotage avec les partenaires techniques et financiers, mais nous, on a essayé d'élargir au maximum, puisque par rapport au retour d'expérience des premiers programmes de prévention et du territoire zéro déchet, on se rend compte que c'est très important que les différents acteurs et partenaires du territoire puissent participer finalement à cette élaboration, ce suivi, pour pouvoir les impliquer de manière plus importante. Donc, en gros, nous, voilà, on a certes, il y a le CIMAT, il y a les partenaires techniques et financiers comme l'ADEME, la région, le département, l'agglomération, etc. Il y a des chambres consulaires, les entreprises, certaines entreprises classiques et d'économie sociale et solidaire, des associations, beaucoup d'associations, les acteurs du secteur social, différents partenaires avec qui on travaille sur des bailleurs sociaux, le service éducation et développement durable de la mairie de Tarbes, le parc national. Au niveau de tout ce qui est association, il y a voilà, beaucoup de représentation de la société civile. Ça, c'est vraiment important puisque eux ont la parole, en fait, portent la parole finalement des citoyens et des attentes aussi et des difficultés peut-être des citoyens sur certaines actions. Donc voilà, on a voulu vraiment balayer très large afin de les impliquer là-dedans. Alors ça ne veut pas dire que tous s'impliquent et tous sont présents, mais on leur donne la possibilité à chaque CCES de venir pour voilà, exprimer leur point de vue. Donc là, on va pouvoir passer rapidement, mais c'est juste pour vous montrer que quand on a réalisé le PLPDMA, on a d'abord réalisé un bilan finalement des actions qu'on a mis en place jusque-là, un petit peu par thématique. Donc, Prisca, tu peux passer directement à la diapositive suivante. Voilà, donc en fait, ça nous a permis vraiment d'identifier des pistes d'amélioration. Par exemple, ce dont on s'est rendu compte, c'est que on ne développait pas assez d'actions au niveau des professionnels. Voilà. Donc, on a décidé d'axer aussi ce côté-là dans notre PLPDMA. On a réalisé un modécom aussi pour voir où est-ce qu'on se situait après 7-8 ans de plan de prévention. Bien sûr, du coup, adapter nos actions à notre modécom, voilà, au territoire. Dans le diagnostic, il y a aussi l'identification des enjeux et des gisements prioritaires qui vont ressortir. Donc là, on peut voir en regardant le modécom que forcément, comme ce qui se trouve en général, un tiers de l'ordre ménager résiduel est du compostable. Voilà, donc là, il y a toujours ce levier-là assez important sur ces actions de compostage de proximité. De la même façon, en déchetterie, on se rend compte que chez nous, 40% des déchets sont des déchets verts. Donc, il y a un gros enjeu sur les déchets verts si on veut atteindre les objectifs du PLPDMA. Et donc, on a co-construit ce PLPDMA avec les partenaires et les acteurs lors des CCES. Donc, les objectifs, en fait, on s'est calé simplement sur les objectifs du plan régional
de gestion et de prévention des déchets, qui sont de moins 13% des DMA entre 2010 et 2025. Donc là, vous avez les chiffres en fait, qui correspondent à notre territoire. Donc, comme vous pouvez le constater, ils sont assez élevés, puisque effectivement, depuis 2018, on a Lourdes, et puis depuis 2020, Bagnères. Donc, en fait, ce sont des territoires très touristiques. Et donc, forcément, quand on ramène un habitant vivant toute l'année, ça fait monter les chiffres des kilos par habitant et par an. Malgré tout, aujourd'hui, nous sommes à 575 kg par habitant et par an, donc on arrive quand même à garder une dynamique de réduction des déchets. On a à peu près, en gros, par rapport à 2010, à 8,5% de réduction des DMA. Donc ça aussi, c'est quand même un argument qui nous a permis de pouvoir convaincre les élus de continuer dans cette démarche-là, de voir que les actions fonctionnaient. Alors, effectivement, il n'y a pas que les actions de prévention, puisqu'en parallèle, dans notre collectivité, il y a aussi effectivement la mise en place de la tarification incitative qui a commencé depuis 2017 à être mis en place, à être déployée, qui continue toujours avec les nouveaux territoires, Lourdes en ce moment, l'année prochaine Bagnères. Donc effectivement, il y a un mélange de toutes ces actions en fait, qui vont ensemble, puisque la tarification incitative, c'est finalement proposer une tarification différente pour permettre aux gens d'avoir un levier économique pour peut-être réduire leurs déchets et en parallèle proposer des actions de prévention justement pour aider les gens à aller dans ce sens-là. Donc il nous reste encore 30 kilos à réduire d'ici 2025, donc c'est assez ambitieux, mais c'est les objectifs réglementaires. Donc voilà, justement, ça permet aussi de montrer aux élus que ben, voilà, il faut mettre les moyens derrière pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs. Donc ensuite, là je vais aller assez vite pour la suite. Après, je pense que ce qui sera intéressant, c'est plutôt les échanges, les questions. Mais là, c'était pour vous montrer finalement notre plan d'action un petit peu sur le PLP-DMA. Alors, on a décidé finalement, contrairement aux autres programmes de prévention qu'on avait rédigés, d'être comment dire, plus général, c'est-à-dire bon, de ne pas faire 30 actions différentes, mais plutôt voilà, cibler les actions générales, les thématiques générales, et après se laisser en fait finalement assez de flexibilité pour pouvoir s'adapter d'année en année à ce qui ressort, aux actions qui marchent les plus, aux gisements qui ressortent aussi, puisqu'on voit qu'il y a quand même une évolution assez rapide, par exemple pour les déchets verts, pour les biodéchets, etc. Et donc, on a décidé de ne pas partir sur les anciens programmes où il y avait beaucoup d'indicateurs de suivi et qui étaient très chronophages. Et là, plus se laisser justement la liberté d'échanger avec les différents acteurs et partenaires pendant les CCES pour pouvoir voilà, adapter suite aux résultats de réduction des déchets, suite aux résultats des actions en cours. Voilà, adapter nos actions et puis nos objectifs. Donc ensuite, il y a juste deux petites présentations d'actions, par exemple, où là, sur la gestion de proximité des biodéchets, effectivement, nous, on a 45% de notre territoire qui est de l'habitat individuel. Donc en fait, c'est aussi intéressant de faire du compostage individuel et de développer le compostage partagé pour avoir un impact certain. Et donc voilà, en gros, là, par exemple, sur les foyers collectifs, on s'était donné comme objectif qu'il y ait 5000 foyers qui pratiquent le compostage partagé. Et surtout de développer un réseau de référents sur le territoire. Après, simplement, là, c'était sur les couches lavables, juste voilà, pour montrer une autre action totalement différente, où, par exemple, on a développé des kits de prêt en fait, de couches aux jeunes parents pour que ceux-ci puissent tester pendant un mois gratuitement tous les modèles de couches existants avant d'investir de leur côté. Et le résultat est plutôt intéressant puisque 50% en fait, des parents qui nous empruntent des kits investissent derrière et passent durablement aux couches lavables. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un service qui est très apprécié. On a une trentaine de prêts pour l'instant par an, depuis 2 ans, qu'on a mis en place. Alors, au niveau de la méthodologie, au niveau de la communication,
C'est vrai qu'il y a ce côté communication qui revient tout le temps, puisque dans l'élaboration du PLP-DAMA, il y a une partie d'enquête, en fait, de grand public. C'est vrai que ça, c'est assez difficile parce que comment toucher un maximum de personnes? Est-ce qu'on va avoir des retours constructifs? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. Donc nous, de ce côté-là, on a diffusé surtout sur nos moyens de communication à nous, c'est-à-dire sur le site, les réseaux sociaux. On a mis aussi à disposition dans nos lieux d'accueil en fait des ordinateurs avec le PLP-DMA consultable pour que les gens puissent nous faire des retours d'expérience, enfin des retours de modification, pardon. Mais honnêtement, on n'a pas eu énormément de retours, quoi. On a eu quelques retours, mais c'est vraiment pas ça qui a changé le PLP-DMA. Par contre, ce qui a été important, c'était plus justement le travail avec les acteurs au niveau de la CCES. Voilà, c'est vraiment là qu'on a pu travailler ensemble sur des axes, des changements, des gisements prioritaires, des actions, des partenariats, etc. Donc ensuite, par contre, la communication, elle est beaucoup plus axée au niveau de chaque action, de chaque thématique. Donc là, c'est là, en fait, il faut plus miser pour moi plus que sur le PLP-DMA dans sa globalité, parce que pour moi, les usagers, en fait, c'est pas vraiment ça qui va les intéresser, mais c'est plus vraiment chaque action, peut-être, sachant qu'on se rend compte avec du recul que ce qui marche le mieux, c'est du concret, c'est-à-dire que les usagers puissent participer et des exemples pour pouvoir passer à l'action de suite et non pas de les inonder de différentes communications, différentes informations et de les noyer plutôt dans la masse. Voilà, c'est plutôt les faire participer à des actions concrètes, des ateliers pour pouvoir vraiment voir qu'il n'y a pas de difficulté et que c'est des choses qui peuvent se mettre en place très facilement. Dans ce cadre-là, on a développé justement un festival zéro déchet. Donc là, ça sera la 3e année. Et justement, qui regroupe, comment dire, on l'a co-organisé avec 2 associations. Et en fait, on a une quarantaine d'associations ou de structures du territoire qui proposent des actions en fait, sur la réduction des déchets pendant le festival qui dure 4 jours. Et ça nous permet vraiment d'avoir un réseau en fait, sur le territoire d'acteurs légitimes dans ces thématiques sur lesquels on peut s'appuyer toute l'année. Et du coup, voilà, ça rayonne vraiment sur l'ensemble du territoire, sur les différents types de publics, puisqu'il y a des professionnels, il y a des associations, il y a même de la société civile qui propose des petits stands, etc. Donc là, c'est vrai que c'est un levier assez intéressant pour pouvoir activer en fait les actions de prévention des déchets via ce réseau-là. Après, quelque chose qui est important, c'est l'évaluation, comme tous les plans en fait, de prévention, c'est-à-dire, bon, pour l'instant, on a fait une CCES annuelle, puisque effectivement, avec le Covid, c'était un peu moins évident. Et bon, là, on le voit à distance, c'est pas facile. Et moi, je préfère vraiment pouvoir réunir la CCES en présentiel, comme on dit. C'est quand même plus vivant, il en ressort beaucoup plus de choses que voilà, se voir à travers un écran où c'est vraiment difficile d'intervenir, d'interagir, etc. Par contre, voilà, on a développé plus des groupes de travail spécifiques aux thématiques, où là, il est possible d'avancer en fait de manière beaucoup plus efficace sur telle ou telle thématique. Donc, en interne, en fait, on a créé 6 groupes de travail sur 6 thématiques différentes qui sont sur les biodéchets, la gestion de proximité, les déchets verts, l'éco-exemplarité, la consommation, les animations, etc. Et en fait, il y a plusieurs personnes techniques qui participent à ces groupes de travail et ça permet en fait de les avancer plus rapidement, d'avoir aussi des visions différentes en fait sur toutes ces thématiques et de ne pas avoir simplement notre vision à nous avec la tête dans le guidon, pas forcément de recul, etc. Après, il y a certains indicateurs, on n'a pas été très en détail, mais qui sont importants pour l'évaluation, c'est surtout finalement les tonnages. Et puis aussi voilà, au niveau de nos actions, le nombre d'actions qu'on a réalisées, de sensibilisation, le nombre de personnes qui, par exemple, participent en compostage partagé, en compostage individuel, le nombre de structures avec qui on a travaillé sur le gaspillage alimentaire, etc. etc. Voilà, ces bilans sont importants pour voir si finalement on arrive à
tenir nos objectifs, aller dans la bonne direction, etc. Alors, du coup, en conclusion, on me demandait d'essayer de mettre en avant un peu les effets positifs du PLP-DMA. Donc, je pense que les effets positifs, en fait, c'est d'avoir un programme, finalement, qui est un point de départ pour la mise en place de nos actions. Aujourd'hui, on a souvent tendance, on est vite rattrapé par le quotidien avec plein de choses qui arrivent, plein de demandes, des imprévus, etc. On met quand même coûte que coûte les actions en place, mais effectivement, ce PLP-DMA, ça nous permet de temps en temps de prendre du recul, de voir ce qu'on s'était fixé et du coup peut-être de recentrer les actions, de repartir dans la bonne direction finalement et de justifier aussi pourquoi on fait telle ou telle action. Voilà. Ça c'est très important, autant au niveau interne finalement des services pour continuer à garder une motivation, etc. C'est se fier à ce document qui est un guide un petit peu voilà, à moyen terme. Et aussi au niveau externe pour expliquer mais pourquoi on a choisi telle et telle action et pourquoi voilà, on va dans ce sens-là. Donc après aussi, hors déchets, effectivement, ça a permis de, comme le festival Zéro Déchet d'ailleurs, de faire se rencontrer différents acteurs entre eux et du coup de faire nouer des partenariats hors en fait CIMAT, hors notre collectivité. Et ça c'est intéressant, assez intéressant puisque finalement il y a des choses qui se montent derrière, de nouvelles actions. Voilà, ça a un effet, un cercle vertueux finalement, ça c'est assez intéressant. Et puis il y a le lien social, quoi, voilà, on rencontre du monde, ça permet de développer d'autres actions, d'autres rencontres, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de positif. En revanche, au niveau des pistes d'amélioration, effectivement, je pense que bon, il était prévu de pouvoir présenter à l'ensemble des agents, qui soient Reaper, gardiens de déchetterie, agents administratifs, le PLP-DMA, les objectifs, etc., pour que tous comprennent aussi l'utilité et puissent s'impliquer à leur échelle. Simplement, avec le Covid, ça a été repoussé plusieurs fois. Et donc, voilà, moi, je regrette un petit peu ça, parce qu'effectivement, ça pourrait être vraiment une opportunité pour porter, en fait, le programme au niveau, enfin le plan au niveau transversal dans la collectivité. Et je pense qu'aussi, il ne faut pas hésiter à rappeler assez régulièrement les objectifs et le cadre du PLP-DMA aux élus, voilà, pour montrer l'évolution, pour montrer, pour leur donner finalement des arguments aussi pour prendre telle ou telle décision sur du budget, sur des actions, etc., sur pourquoi pas des nouveaux moyens humains dans la structure. Voilà, donc je pense que c'est important de peut-être plus mettre en avant ce PLP-DMA en interne pour ça justement, quoi, pour vraiment rappeler le cadre, rappeler la réglementation, rappeler les besoins en moyens humains pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont demandés au niveau réglementaire, etc. Voilà. Donc juste pour finir, je dirais que pour moi ce PLP-DMA c'est assez important dans le sens où ça permet vraiment d'avoir cette feuille de route, même si c'est pas évident de se projeter sur plusieurs années, sur 6 ans, mais ça permet vraiment d'avoir peut-être un cap et de montrer aux élus ce qu'il faut mettre en place pour atteindre les objectifs. Et du coup, avoir une vision assez claire finalement de vers où il faut aller et des moyens dont on a besoin. Voilà. À vos questions. Je vois David Soto qui souhaite intervenir. Vous avez votre micro coupé, David. Oui, c'était juste pour une question. Donc, c'est la du Grand Narbonne. Je suis en train de travailler dessus, sur l'élaboration du plan. C'était, je me casse un petit peu la tête sur tout ce qui est indicateur. C'était pour savoir un petit peu comment vous aviez mis en place tout ce qui est indicateur d'activité, d'impact. Merci. Alors justement, ce que je disais, c'est qu'en termes d'indicateurs, on a été beaucoup moins précis que sur les anciens programmes. Parce que moi, après, c'était assez personnel, mais je trouvais que ça pouvait être très chronophage
chaque année de cibler tous les indicateurs, de passer beaucoup de temps sur ces programmes-là, au détriment de la mise en place d'actions. Donc, on est resté sur des indicateurs assez généraux, donc la réduction, enfin l'étonnage du coup, donc la réduction des DMA, la valorisation, l'augmentation de la valorisation des DMA, et ensuite c'est plus sur des actions finalement d'activités du type nombre d'actions réalisées quand même sur telle et telle thématique, foyer sensibilisé, et bien sûr foyer participant aux actions comme compostage individuel, compostage partagé, nombre d'établissements qui participent en compostage autonome, nombre de référents dans le réseau de référents composteurs. Voilà, des chiffres. En fait, je pense qu'il faut cibler les chiffres qui vont être importants pour vous par rapport aux actions phares, finalement, que vous faites ressortir. L'idée des indicateurs, c'est vraiment pouvoir suivre si vous allez dans le sens que vous avez prévu, si vous rencontrez des difficultés, si c'est une action qui marche ou qui ne marche pas, et du coup qu'il faut faire perdurer ou non. Voilà, donc vraiment réfléchir dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il faut des choses assez faciles à mesurer et ne pas se mettre en fait des difficultés supplémentaires voilà, au moment des bilans, en fait, aller chercher des indicateurs voilà, qui seraient trop difficiles à trouver. Et de manière générale, tu en as mis combien d'indicateurs? Bon, ça dépend des fiches, je suppose, mais c'est combien d'indicateurs en moyenne, hein? Je ne sais pas si je peux donner une moyenne en fait d'indicateurs. Avant, sur les anciens programmes, j'aurais dit oui, on avait une dizaine d'indicateurs par action, parce qu'on avait vraiment des fiches actions avec voilà, le nombre de personnes qu'on a vues, le nombre de stands réalisés, le nombre d'outils de communication, le nombre, etc. Voilà. Là, c'est plus, je dirais, se mettre peut-être 2 indicateurs majeurs par action, qui soient vraiment faciles à. Si on revient, je ne sais pas, Prisca, si tu peux revenir en fait sur les fiches actions, enfin les petites fiches actions qu'il y avait. Voilà, par exemple celle-là. Les indicateurs, finalement, ça va être quoi? Ça va être un peu ce qu'il y a dans les objectifs. C'est-à-dire 3 structures d'accueil de jeunes enfants utilisatrices de couches lavables. On va aller voir chaque année où est-ce qu'on en est de cette évolution-là. Est-ce que le service de collecte il a été mis en place ou pas? Au niveau des kits prêtés, on va vérifier, on va regarder finalement combien de kits on a prêtés chaque année, combien de familles du coup supplémentaires utilisent les couches lavables. Voilà, c'est plus sur ces indicateurs-là qui correspondent aux objectifs qu'on va s'attarder, quoi. D'accord. Donc l'idée, c'est de mettre. Parce que le problème, c'est que j'ai commencé à réfléchir. Effectivement, très vite pourrait venir beaucoup d'indicateurs, mais c'est après ce qui m'inquiète. C'est pas le mot, mais c'est le suivi après. Et c'est ça. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire si on commence à en mettre 10, après c'est bon, c'est bien de les mettre en place. Mais ce qui est important, c'est le suivi. Donc il vaut mieux effectivement se focaliser peut-être sur 2 ou 3 indicateurs. C'est ça l'idée, quoi. Oui. En fait, je trouve qu'il vaut mieux se mettre sur 2 ou 3 indicateurs, quitte à après, s'il y en a de nouveaux en fait qui apparaissent en se disant, mais finalement, ce serait intéressant de mesurer ça ou ça, et bien le faire évoluer et le mesurer à ce moment-là. Mais je pense qu'il ne faut pas d'entrée se mettre trop de choses pour compliquer le suivi en fait. D'accord. Ok. Merci. Avec plaisir. D'autres questions? Vous pouvez lever la main, oui. Alors, C'est Céline. Céline, bah tiens, prends la parole tant que tu y es. Oui, vas-y, pose ta question. J'avais une question parce qu'en vous écoutant, je me dis, est-ce que le fait d'avoir mis en place ce programme de prévention, ça a changé quelque chose dans la façon de réfléchir la stratégie déchets de la collectivité? Parce que c'est quand même l'objectif de replacer la prévention à sa place, à la fois dans la compétence et dans la hiérarchie des modes de traitement. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi un peu à influencer la stratégie déchets, cette vision purement peut-être collecte-traitement avec ce plan, parce que avec l'expérience qu'il y a déjà? Alors en fait, je pense que ça s'est fait même en amont du PLPDMA chez nous. C'est-à-dire que cette volonté que la prévention soit, comme dans la réglementation, la priorité,
face à la valorisation, etc., c'était déjà quelque chose d'intégré à la collectivité, surtout à partir du territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Voilà, il y a eu une marche qui a été faite à ce moment-là. D'ailleurs, on le voit si on regarde un petit peu les équivalents temps plein, enfin l'équipe qu'on a finalement, c'est qu'il y a quand même une volonté politique de développer ces thématiques-là. Donc en fait, pour moi, ça n'a pas été le PLPDMA qui a permis de mettre cette place-là à la prévention, c'était vraiment avant que c'était déjà le cas. Et en fait, c'est ça qui a permis aussi le fait qu'il y ait cette place-là de pouvoir continuer avec le PLPDMA sans réticence aucune. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, donc oui. Enfin, vous aviez la chance d'avoir une prise de conscience peut-être déjà importante dès le départ. Mais du coup, c'est quand même les anciens plans. Finalement, c'est pas ce plan de PLPDMA en fait le dernier, mais c'est les anciens plans qui ont permis en fait de Oui, mettre la prévention à ce niveau-là et surtout de faire partager en fait mes convictions, les possibilités, voilà, se projeter à moyen terme pour voir les potentielles économies. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a un levier, j'en ai pas parlé, mais il y a un levier encore plus important aujourd'hui, c'est aussi au niveau des coûts de traitement qui explosent, surtout avec l'augmentation de la TGAP, etc. Le plus difficile, c'est réussir à faire passer finalement au niveau des moyens humains le fait que c'est un investissement. Voilà. Les collectivités sont justement souvent depuis, enfin, toujours en train d'investir dans des nouveaux camions, dans des outils, etc. Donc ça, c'est de l'investissement, mais il faut voir, moi, le message que j'essaie de faire passer au maximum aux élus, c'est qu'il faut voir les moyens humains comme de l'investissement à moyen terme, puisque effectivement, un ambassadeur de la prévention, un chargé de prévention, un maître composteur, et bien derrière, si c'est tant de foyers qui compostent en plus, c'est tant de tonnes. Et si on arrive à 1000 tonnes économisées, ben c'est 1000 tonnes fois 200 € de traitement, on a 200 000 € de suite d'économie, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de le faire passer par là et montrer que les moyens humains, ben, c'est un investissement aussi. Et à mon sens, plus important comment dire, avec plus de retombées financières et d'économie environnementale que les investissements qu'on peut faire dans tout ce qui est valorisation, etc. merci. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à l'intervention suivante, hein. Merci, merci beaucoup Nicolas, hein, Avec plaisir. il va nous quitter dans un petit moment. Après, n'hésitez pas, s'il y a Euh, d'autres questions, vous pouvez me contacter par mail aussi. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. oui, on relira. Merci beaucoup pour la qualité de l'intervention, c'était très clair et très Avec inspirant. plaisir. Merci. Donc là, la transition, bah, elle est toute faite parce que Céline a commencé à prendre la parole. Et on voulait faire un retour d'expérience à deux voix entre un EPCI et un bureau d'études qui avait été accompagné dans sa démarche d'élaboration. C'est surtout pour répondre à la question pourquoi et surtout comment se faire accompagner. Et on a eu un petit désistement avec la collectivité qui n'a pas été rendue disponible. Et du coup, on a changé notre fusil d'épaule. Et on propose un retour d'expérience de la part de Céline Arnaud du bureau d'études Indigo sur cette démarche d'accompagnement via un prestataire extérieur. C'est pourquoi, certes, comment, et qu'elle nous fasse part de tous les retours d'expérience sur ces démarches qu'ils ont pu accompagner, aussi bien les positives, et j'aurais tendance à dire même peut-être surtout les négatives, parce qu'on en apprend beaucoup des erreurs, sans peut-être citer les collectivités ou autres, et surtout voir, montrer qu'il y a quand même, c'est pas parce qu'on se fait accompagner qu'on délègue le sujet, qu'on s'en implique pas, mais que c'est vraiment quelque chose où on avance en quelque part sur deux jambes. Voilà. Donc merci Céline pour ton intervention, pour répondre à pourquoi et surtout comment, et avec du retour d'expérience positif et négatif. Merci Bruno et puis merci de votre invitation. Donc en effet,
Quand Bruno m'a posé cette question, je me suis dit oui, en effet, c'est une très bonne question et c'est intéressant aussi, nous, dans notre posture du bureau d'études, de se demander pourquoi faire appel à nous sur ce type de projet. Et cette réflexion, donc c'est pour ça que je te remercie autant, était intéressante aussi pour moi, pour cheminer notre mission, hein, notre vocation, c'est de vous faciliter, vous, les collectivités, votre tâche et la mise en œuvre de vos compétences. Donc, c'est important qu'on se questionne aussi régulièrement. Donc, en fait, j'ai analysé la situation de cette façon. Je me suis dit pourquoi on fait appel à un bureau d'études pour réaliser son PLP-DMA. Et j'ai il m'est ressorti trois grands thèmes, en fait, trois grandes raisons. La première, c'est la collectivité. Voilà, elle doit répondre à une contrainte réglementaire. Elle souhaite que le cadre soit bien respecté. Elle n'a pas cette compétence. Du coup, ben, elle fait appel à un bureau d'études. La deuxième raison, c'est un manque de temps. Monsieur Pérez le disait tout à l'heure, voilà, vous êtes souvent happé par le quotidien et parfois c'est difficile de prendre ce recul et de se poser sur un nouveau sujet ou pour mettre en place une nouvelle thématique. Donc là, c'est vraiment une manière de déléguer son temps. Et la troisième, c'est un réel besoin d'expertise pour enrichir votre expertise interne. Alors, quand j'entends encore Monsieur Pérez, je ne suis pas très inquiète sur la compétence des collectivités à porter ce type de projet parce que vous avez toutes ces compétences-là. Et ça peut être aussi un mélange de ces trois raisons. C'est avoir envie de bien faire ce travail en respectant le cadre, donc en ayant un garde-fou et quelqu'un qui vient vous rappeler ce cadre-là, déléguer un peu de temps et apporter un regard expert. Mais quelle que soit la raison, comme le disait Bruno, c'est pas parce qu'on va venir intervenir sur cette thématique que vous allez pouvoir vous décharger complètement du sujet et même si on intervient et si ça vous coûte de l'argent, hein, c'est une réalité, on va beaucoup vous solliciter et il faut absolument que le portage politique, on en parlait déjà juste avant dans l'intervention d'avant, que le portage politique soit fort et que le bureau d'études soit accompagné par une équipe technique renforcée et ça, voilà, c'est indispensable pour que le projet soit réellement pertinent. Dans les expériences que j'ai pu avoir, je ne vous cache pas qu'il m'est arrivé d'élaborer un programme qui, enfin, voilà, où j'ai eu un peu de frustration à la fin de ma mission parce que ben, j'ai pas eu le sentiment que le travail qu'on a apporté, il ait servi à quelque chose et qu'on ait réussi à amener les foules avec nous dans le projet parce qu'il n'y avait pas de portage. Alors, il y a différentes raisons, hein, il n'y a pas de jugement dans la situation, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'imaginer et de se projeter dans un accompagnement externe mais en restant impliqué sur la thématique. Ça me paraît essentiel. Et après, on a, alors avant d'entrer dans cette diapo-là, sur des expériences où l'accompagnement à la mise en place de ces programmes de prévention ont vraiment été très riches et très concret quand on apporte vraiment notre expérience de formation. Je vois la question de Monsieur Soto sur les indicateurs. Voilà, nous, on va mener en parallèle X PLP-DMA en même temps. Du coup, on va pouvoir vous apporter de retours d'expérience d'autres collectivités, notre vision aussi de la pertinence des indicateurs. Aujourd'hui, on a aussi 10 ans de recul et M. Pérez le disait aussi, on a commencé les PLP-DMA dans un format qui était très cadré, très piloté par l'ADEME et ce qui a été super parce que ça a permis de mettre du concret, de mettre des outils, de mettre des cadres dans une démarche qui était vraiment nouvelle pour la collectivité parce que on lui a demandé de se tourner vers des acteurs qui n'étaient pas ses interlocuteurs historiques, des nouveaux acteurs qui n'étaient pas du tout dans son scope initialement.
On est sur un champ où on fait vraiment appel au changement de comportement, au vecteur communication, sensibilisation, et ça aussi, c'était nouveau. On a perdu ton son, Céline, là. Quelqu'un t'a coupé le micro, si tu peux le remettre. Ah, ah, ah. T'arrives pas à remettre ton son? Euh, Vous m'entendez? Oui, c'est revenu. Oui, il y a quelqu'un Ah, qui avait coupé mon micro, je crois. Vous m'entendez ou oui. pas? Très bien, là. Je devais dire des bêtises, on m'avait coupé le micro. Ouais. Je sais plus du tout, du coup, où est-ce que je vous ai perdu. Enfin, donc je disais que je faisais référence au premier cadre qui était mis à disposition par l'ADEME dans le cadre C'est des ça. premiers programmes, qui était quand même avec du recul. Là, aujourd'hui, on a 10 ans d'expérience, enfin, de retour sur ce fonctionnement, et en lien aussi avec la question de Monsieur Soto sur les indicateurs. C'était très riche, très dense, très intéressant, très poussé, mais il faut aussi, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut que vous puissiez porter au quotidien ces programmes, et comme le dit M. Perez, il faut que ça soit aussi simple et concret à porter. Si on a 10 indicateurs par action et 30 actions à porter, ça va être compliqué. Donc ce retour d'expérience-là, il est intéressant, et on peut aussi vous l'apporter, et cette expertise, elle est à votre service quand vous travaillez avec un bureau d'études, quel qu'il soit, aussi. Donc sur la diapo suivante, Prisca, j'ai essayé de réfléchir aussi, aux points forts, au pourquoi faire appel à un bureau d'études, et moi j'avais envie de dire à la région, à Bruno la dernière fois, moi, je trouve que ça peut être vraiment intéressant, de faire appel à un bureau d'études pour des points particuliers. On n'est pas forcément obligé d'intervenir sur l'ensemble, sur l'élaboration complète du PLPDMA. On peut, on sait le faire, on a la méthode, mais ça peut être aussi, pour maîtriser votre budget, maîtriser, la disponibilité que vous avez aussi pour piloter un nouvel acteur, parce qu'en faisant rentrer le bureau d'études, vous ajoutez un acteur supplémentaire à piloter dans votre démarche de prévention. Mais on peut aussi intervenir sur quelques points. Par exemple, la partie recensement des acteurs, qui est un chantier qui est quand même assez vaste, parce que ben, c'est aller vers des acteurs, comme je le disais tout à l'heure, qui sont pas forcément connus. Donc là, on peut vraiment avoir une valeur ajoutée dans cette démarche d'identification des acteurs, en s'appuyant bien sûr sur vos connaissances. Moi, le point fort que je retiendrai, c'est aussi l'animation, notre capacité à intervenir sur l'animation de la concertation avec des outils d'animation, le fait d'avoir aussi quelqu'un d'extérieur qui vient pour animer et vous aider à sortir un peu la tête de l'eau sur sur ce sujet. On a développé, on a testé auprès de différentes collectivités des méthodes d'animation, des jeux, qui nous permettent d'impliquer les acteurs, les élus, et c'est vrai que les retours sont assez positifs, et là-dessus, je pense qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant à vous apporter. Le retour d'expérience, bien sûr, hein, c'est une des deuxièmes, alors je veux dire, c'est une des 2 raisons pour lesquelles vous faites souvent appel, à un bureau d'études, c'est vous apporter une visibilité, nationale sur un sujet. Voilà, Indigo, on a des missions, partout sur le territoire. Donc là, il y a vraiment un intérêt. En plus des outils, hein, de partage de l'ADEME, Optiged, il y a quand même beaucoup de choses qui existent aussi dans les réseaux que Bruno a présenté tout à l'heure. Le respect du cadre réglementaire, là aussi, on peut être pour vous des garde-fous, pour vous permettre de répondre aux besoins, et aux objectifs qui vous sont demandés. Il y a un point qui est pas mis, mais dont j'ai déjà parlé, le suivi, des indicateurs,
et dans la durée. Donc, il y a un premier exercice qui est de choisir les bons indicateurs. Donc ça, on peut avoir une valeur ajoutée pour vous aider sur ce point-là. Mais ce qui va être le défi que vous allez devoir relever, c'est dans la durée, tous les ans, pour que ce programme de prévention soit vraiment un outil de pilotage stratégique de votre politique déchets, il faut le faire vivre et il faut se poser au moins annuellement via la CCES pour voir où on en est dans la réalisation et dans les résultats pour pouvoir ajuster, redresser s'il faut les actions qui ont été menées. Et là, c'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer d'être sur des interventions très ponctuelles, d'accompagnement annuel, où on vous aide à sortir la tête de l'eau à un moment, à vous dire voilà, vous en êtes là, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait. Ça peut être sur des modes d'intervention assez courts hein, en termes de volume horaire, mais pour le coup, je trouve avec une valeur ajoutée intéressante pour vous, d'avoir un regard extérieur sur votre avancement et la pertinence des actions que vous avez mis en place et le suivi des indicateurs. Et après, bon, voilà, l'idée, c'est pas de vous vanter, mais on peut aussi vous aider à apporter un plus dans la mise en forme, le cadrage des livrables, voilà, ça reste un outil de communication important aussi, la prévention. C'est un sujet qui peut être aussi facile pour les élus et porté plus facilement par les élus que d'autres sujets déchets plus lourds. Enfin, il y a des thématiques qui peuvent l'être en tout cas. Donc voilà, on peut aussi vous aider sur ces sujets-là. Et ma diapo suivante, bah, voilà, je voulais revenir sur l'expertise de la concertation et l'animation de la concertation. Moi, ce que je retiens des PLP-DMA que j'ai pu accompagner, c'est que les moments forts, ils se passent vraiment à ce moment-là d'échange et de partage avec tous les acteurs et notamment les élus. C'est une manière d'impliquer les élus concrètement sur ces dossiers déchets. Et c'est des moments qui sont souvent très riches et où on a des retours très positifs. Et cette concertation, on peut l'avoir au moment de la construction du programme, donc la première année, l'année 1-1, mais on peut aussi l'avoir dans la durée et proposer une concertation et animer cette concertation dans la durée pour faire vivre les indicateurs, partager les indicateurs et autres. Voilà, je ne vous prendrai pas beaucoup plus de temps. Des questions, voilà, n'hésitez pas. Et à votre disposition. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est en gros, en synthèse, c'est l'intervention du bureau d'études, c'est pas uniquement le format, je sais qu'il y a un cahier des charges type qui existe, que l'ADEME ou la région a retravaillé. Donc ça, c'est un format qui existe, mais qui est assez complet. Mais vous pouvez aussi l'imaginer de façon plus ponctuelle et plus ciblée. Ça peut être aussi sur une thématique. Le compostage, l'échange lavable, le gaspillage alimentaire. Là aussi, on peut intervenir que sur un sujet aussi si vous en avez besoin. À la carte, dans l'espace et dans le temps aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Une main se lève. Allez-y. C'est Angélique de SMICTOM. Vous avez la parole. Bonjour. Au niveau du coût, c'est calculé comment pour les collectivités? Alors, le coût de l'intervention du bureau d'études? Oui. Alors, ça va vraiment, ça rejoint ce qu'on vient de dire, ça dépend du besoin que vous exprimez. Nous, on répond à votre cahier des charges, donc si votre besoin, c'est de nous confier la réalisation du diagnostic et la rédaction du programme, le coût ne sera pas le même, si on n'intervient que sur de l'animation ou sur le suivi des indicateurs de façon annuelle. Après, je pense que je réponds pas du tout à votre question, mais si votre question, c'est un coût moyen pour vous accompagner à l'élaboration d'un PLP-DMA, je dirais que ça va dépendre, voilà, du niveau d'investissement que vous nous demandez. Mmh.
et de la taille aussi de la collectivité par rapport aux investigations à mener sur le territoire, quoi. Mais bon, je ne vais pas faire de langue de bois. Pour une collectivité moyenne entre 15 000 et 20 000 habitants, on a des budgets d'intervention autour des 20 000 euros. Et après, voilà, ça veut tout dire et rien dire parce que ça dépendra de ce que vous voulez mettre dedans. Mais voilà, par retour d'expérience, en tout cas, c'est entre 20 et 25 000 euros, quoi. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions aussi? Sur cette partie accompagnement par un prestataire extérieur. Et j'ai retenu dans le propos de Céline que le prestataire aussi se devait d'être accompagné par son maître d'ouvrage, quoi, hein, par la collectivité qui les sollicitait, hein. C'est dans les deux sens. Oui, oui. Déléguer, c'est pas abandonner, quoi. Nous, on va vous faciliter la tâche, on va vous apporter un regard différent. Par contre, on a absolument besoin de vous pour que notre mission elle soit opérante et efficace. Sinon, on va gratter du papier et voilà. Bon, ça peut répondre à l'exercice réglementaire si c'est l'objectif, mais en tout cas, pour nous aussi, ce qui est intéressant, c'est que notre action elle soit utile pour vous, réellement. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe aux intervenants suivants. Alors, ce sera une intervention à deux voix avec David Lambert du DECO7, qui est le syndicat de traitement autour de la région toulousaine, et avec, à trois voix, pardon, hein, avec Florent Martin et Léo Guen, de la communauté de communes des Hauts-Tolosains, qui ont été dans cette démarche d'élaboration de programmes locaux de prévention. Et eux, ils ont mixé quelque part toutes les méthodes, hein, parce que il y a eu le portage par un syndicat, il y a eu la prise en main derrière par les collectivités qui ont repris le bébé et qui l'ont fait grandir. Mais pour cette phase, en continuant sur la métaphore, hein, cette phase d'accouchement ou autre, ils se sont fait accompagner, non pas par une sage-femme ou une nounou, mais par un bureau d'études qui fait la transition avec l'intervention d'Indigo précédemment, quoi. Voilà, je crois que là, je cède la parole dans un premier temps à David Lambert. Alors, je sais pas, j'ai pas de retour. Je sais pas si j'ai la caméra et le son. Donc, Oui, on t'entend très bien, David. ok. La caméra, non, j'ai l'impression que ça marche pas. Et on te voit Et on aussi. te voit aussi. Ah, si, on me voit aussi. Bon, très bien. C'est bien de passer après Nicolas et Céline parce que ça fait des bonnes introductions. On va passer directement à la slide après. Prisca. Voilà. Alors, DECO7, on est un syndicat de traitement donc, sur le nord de la Haute-Garonne. Donc, on a 8 adhérents en charge de la collecte, donc, dont Toulouse Métropole, le Sicoval et 6 communautés de communes. Donc, on a à peu près 1 million d'habitants, un peu plus maintenant, et 152 communes. Donc, DECO7, on était territoire zéro déchet, zéro gaspillage en lauréat 2015. Un des axes de la feuille de route ZD était justement d'accompagner l'ensemble du territoire dans la mise en œuvre de programmes locaux de prévention. À l'époque, seule Toulouse Métropole disposait d'un PLPD génération ADEME, donc, qui était uniquement focalisé sur le flux des ordures ménagères et assimilées, hein, à l'époque. Hein, donc, c'était issu de la loi Grenelle. Le Sicoval avait quelques actions formalisées dans leur plan climat et les autres PCI n'avaient, hormis effectivement les distributions historiques de composteurs et de stop pub, voilà, il n'y avait rien de formalisé et pas d'action véritablement dimensionnée en termes de prévention. Donc, j'ai combien de temps, Bruno? Parce que... Avec Non. les intervenants de la communauté de communes, je dirais un quart d'heure à tout. Un quart d'heure, les deux, d'accord. Voilà. Ok, donc je vais faire vite. Pardon, c'était pour voir. Ok. Donc, on va passer à la slide suivante.
directement. Donc nous, on avait décidé donc d'accompagner l'ensemble des EPCI, et pour ce faire, effectivement, on a fait appel à un bureau d'études. Donc après une consultation, il y avait 2 phases dans le marché qu'on avait passé. Une tranche ferme, c'est celle que l'on voit ici, c'est-à-dire c'était une réflexion en fait, c'était une phase de réflexion pour savoir comment on allait s'organiser, qui allait porter le ou les programmes de prévention. Donc il y a eu tout un travail de concertation qui a été mené de 2017. Donc vous voyez, ça a commencé en septembre, et l'étape de concertation s'est finie un an après. Donc avec une petite phase de diagnostic et des objectifs, et de savoir comment on allait s'organiser, etc. Il y a eu quand même plusieurs copiles, comme vous voyez. Il y a eu des groupes de travail, des ateliers de concertation avec les EPCI seuls, les EPCI avec des acteurs du territoire. Alors voilà, un gros travail pour, à la fin, dire qu'effectivement, pour engager rapidement une politique de prévention efficace, il fallait que chaque EPCI en fait dispose de son propre PLPDMA, sachant qu'il y avait déjà Toulouse qui était quasiment en train de rédiger le sien quand on a commencé. Enfin voilà, il y avait des cinétiques un peu différentes dans les EPCI. L'organisation en fait qui avait été imaginée, et donc c'est que chaque copile, donc il y avait un élu référent dans chaque EPCI qui était là avec des services, avec leurs services. Donc les copiles, il y avait vraiment tous les EPCI qui étaient présents. Dans les ateliers, les groupes de concertation, il y a eu des fois des groupes thématiques, il y avait des groupes sur les mutualisations possibles d'actions, des possibilités imaginées de faire des scénarios à 1, 2 ou 3 PLPDMA, ou les 8, 3 PLPDMA ou 4 même. Là, voilà, il y a eu plusieurs possibilités. Et au final, voilà, fin de septembre 2018, on va passer à la slide suivante, Prisca, s'il te plaît. Voilà, et donc il a été décidé donc en fait que chaque PCI rédige et adopte son propre PLPDMA. Dans le marché, on avait prévu des tranches conditionnelles au cas où, parce qu'on ne savait pas trop qui voulait vraiment porter son propre PLPDMA et comment on allait s'organiser. Mais pour avoir cette dynamique du territoire, et puis pour aider les EPCI qui n'avaient pas les moyens non plus de le porter, pour Céline l'a expliqué, hein, problème de temps, il faut animer, concerter, etc. Enfin, il y a pas mal de travail à faire. Donc, ce qui a été décidé, c'était que chaque EPCI puisse travailler avec le bureau d'études que nous, le syndicat, on pilotait de manière globale, mais que chaque EPCI travaillait vraiment en binôme avec notre BE pour établir leur vraie feuille de route. C'est-à-dire que nous, on n'est pas intervenu à ce moment-là, en fait. On a laissé travailler vraiment chaque EPCI pour qu'ils puissent travailler rédiger leur PLPDMA avec les commissions qui souhaitaient mettre en œuvre aussi, enfin, ou l'équipe, en tout cas, d'animation qui souhaitait mettre en place. Et en fait, et au final, on a fait aussi un engagement, donc le 19 février 2019, avec un événement où on avait fait une charte, et l'ensemble des présidents et présidentes l'ont signé. Donc c'était un événement important pour le territoire. Si on passe à la slide suivante. Et voilà l'avancement des PLPDMA. Alors c'est peut-être petit. En gros, le vert, c'est ceux qui l'ont adopté. Si vous voyez, donc le vert clair, il y avait la CCES. Donc aujourd'hui, là on est en septembre 2021, donc il y avait les 2 EPCI. Voilà, vous voyez là, il y a eu la pandémie, hein, janvier 2020, voilà, 2021. Il y a eu des petites évolutions, mais il y a eu un gros travail de fait entre mai l'année 2019. Donc voilà, ça c'était important. Et on verra après comment les EPCI, enfin des EPCI qui se sont dotés de moyens, d'autres un peu moins. Et là, on arrive normalement à la slide suivante, à la situation actuelle. Bon, il n'y en a plus qu'un, et je pense que Damien il doit être présent. Damien doit être présent. Voilà, il ne reste plus que le frontonné qui, la CCS a été faite l'année dernière. Et ils sont toujours le projet en train de le modifier légèrement pour l'adopter. Et donc, voilà les perspectives. Comme ça, je laisserai la parole au CCHT après.
Donc, il y a des PLPDMA qui ont recruté pour faire vivre leur PLPDMA. On met en place des échanges réguliers quand même avec nos EPCI. Donc, il y a vraiment une dynamique territoriale qui s'est installée. Il y a des groupes de travail thématiques qui ont eu lieu. Là, on va remettre en place une dynamique après les 2 années un peu compliquées. On va mettre en place le réseau d'animateurs des PLPDMA cette année. On l'aura activé. On a des actions, des projets communs. Par exemple, là, on va travailler sur des jardins pédagogiques et on va essayer de travailler avec les EPCI justement pour les réaliser, même si c'est au sein de nos déchetteries ou voilà, on travaille avec eux. Et on va s'orienter, en tout cas d'Eco7, on va tenter en tout cas la labellisation économie circulaire pour essayer d'entraîner aussi nos adhérents dans cette dynamique-là et avec les programmes de prévention. Et je laisse la parole à Florent. Et Léo, je pense. Oui, est-ce que vous nous entendez? C'est bon. Oui, bon, parfait. Donc, alors finalement, on n'est pas 2, nous serons 3. Donc, je suis Florent Martin, responsable adjoint des services de gestion des déchets. Monsieur Révérend qui est ici, et qui est le responsable de service, et Léo Guen qui est l'animateur prévention du PLPDMA. Donc tout d'abord, merci aux organisateurs pour nous permettre de présenter notre retour d'expérience. Donc, on va revenir sur les dates clés de la mise en place du PLPDMA au sein de notre collectivité. Donc, comme l'a expliqué David, on a eu tout le processus avec d'Eco7 pour la mise en place du diagnostic des objectifs et du plan d'action, donc qui a été fait au niveau du syndicat de traitement qui a chapeauté ça pour toutes les collectivités. Au niveau plus précis de notre collectivité, donc des Hauts-Tolosans, la mise en place a été assez rapide puisqu'il y a eu une forte volonté des élus et des services techniques et aussi de la direction qui ont permis de mettre les moyens pour le déploiement du plan et du plan d'action qui a été validé avec le bureau d'études. Donc ça s'est concrétisé dès début 2019 avec une première délibération qui a validé les 4 axes principaux du PLPDMA. Donc ça, on va revenir dessus sur d'autres diapositives. Et aussi donc avec une feuille de route assez précise où on a des moyens humains, des moyens financiers qui ont été alloués, qui seront alloués au plan pour toute sa durée, donc sur une durée de 6 ans. La CCES, elle a été créée dès la fin d'année, donc par une autre délibération. Et la première réunion a eu lieu le 12 décembre 2019. Donc, on a eu la première présentation du plan et la validation en CCES. Et ça a aussi coïncidé avec le recrutement d'un animateur, d'une animatrice à l'époque, qui sera chargée d'animation du PLPDMA. Donc, en ce qui concerne la gouvernance, donc sur la diapositive suivante, voilà, merci. Donc, du classique, on a respecté ce qui était prévu donc par la réglementation. Donc, on a une CCES qui se réunit chaque année pour faire le point. Donc, il y a eu la première réunion le 12 décembre. Et la composition, pareil, ça rejoint un petit peu ce qu'avait dit Nicolas Pérez sur son syndicat. Donc, on a principalement des élus de la communauté de communes, des techniciens de différents services, alors des services techniques, du service communication, parfois voilà, d'autres services aussi quand le besoin s'en fait sentir. Des techniciens des mairies, ça c'est important puisque le déploiement du plan, même s'il est porté par la communauté de communes, il y a quand même une grosse composante locale à appliquer. Et ça, on travaille beaucoup avec les mairies notamment, comme un relais. Donc le syndicat d'Eco7 qui avait participé au portage et à l'élaboration du projet. Et ensuite, tous les partenaires institutionnels, que ce soit la région, l'ADEME, le département, des associations, donc que ce soit des associations généralistes et spécialisées, des associations locales. Donc, on a recensé un petit peu avant de commencer, voir s'il y avait des associations de jardins partagés ou même de réparateurs. Voilà, il y a eu un travail de recensement qui avait été fait au moment du diagnostic. Donc, des éco-organismes et d'autres partenaires divers qui sont quand même importants. Donc la commission, elle est ouverte à ceux qui en font la demande ou à ceux où on peut envoyer des invitations aux partenaires qui sont jugés pertinents pour certaines actions. Donc on a un élu référent, donc qui est le 11e vice-président en charge de la gestion des déchets. Et la plupart des décisions importantes, donc qui impliquent soit un gros déploiement de moyens financiers ou humains ou matériels,
sont en définitive validés par le conseil communautaire. Donc, en ce qui concerne le plan d'action final, donc, je vais laisser la parole à Léo Guen. Vous avez sous les yeux le plan d'action qui a été adopté pour le PLP-DMA. Je voulais juste voir globalement mettre l'accent sur quelques actions. Donc, par exemple, l'action numéro 2 de l'axe A, donc, qui est l'axe que l'on a privilégié parce qu'il comporte le plus de gisements. Cette action 2, c'est vraiment une action historique puisque la communauté de communes a commencé à distribuer des composteurs depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, on est à peu près à 16% d'équipement des foyers, soit à peu près 2200 foyers équipés. Il n'est pas rien sur un territoire semi-rural. C'est pour ça que c'est une action très importante pour nous. Ensuite, l'action numéro 4 de l'axe A, développement du compostage dans les cimetières. Alors, on a mis un accent très fort sur cette action l'année dernière, puisqu'on est passé d'un cimetière équipé de composteurs à aujourd'hui 23 des 39 cimetières équipés. Donc, ce qui fait une hausse très, très importante. Et on estime à peu près que cela permet de valoriser 16 tonnes de déchets verts par an dans ces composteurs. L'action numéro 6 aussi, donc le développement des alternatives à la collecte des déchets verts. Alors, nous sommes dotés d'un broyeur de grande capacité que nous mettons à disposition des communes du territoire. Et pour l'instant, 5 communes l'ont utilisé, et ce qui équivaut à peu près à 24 tonnes de déchets verts broyés, selon nos estimations, qui ont pu être utilisés pour le compostage ou pour le paillage. Pour les autres axes qui n'ont été assez peu développés, je ne vais pas m'attarder dessus, si ce n'est l'axe C, donc avec l'action numéro 9, où nous avons mis un accent sur la sensibilisation du public, et notamment dans les écoles, avec 58 interventions l'année dernière, parce que nous avons dans notre équipe un animateur du tri qui s'occupe d'aller dans les écoles pour sensibiliser les élèves sur le gaspillage alimentaire, sur le tri ou même le compostage. Voilà. Pour la slide suivante. Oui, donc je vais reprendre la parole. Donc en fait, c'est ça, dans les actions, on a pas mal d'actions, mais elles ont été hiérarchisées et finalement elles suivent leur rythme en fonction des moyens qui sont alloués. Donc justement, en termes des moyens mobilisés prévus pour le PLP-DMA, alors ça, c'est la feuille de route qui avait été validée par le conseil communautaire au cours de la première délibération. Alors notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers. Donc en termes d'économie attendue, on n'est pas tout à fait pour l'instant dans les clous, mais on va y revenir. Donc l'animateur du plan travaille avec la direction des services techniques pour la coordination. Lui s'occupe vraiment du déploiement sur le terrain, et après les services techniques derrière s'occupent plus de tout ce qui est préparation des marchés, achat de matériel et autres. Il a à sa disposition un véhicule électrique depuis juin, donc un véhicule de service. Et donc niveau matériel, aussi depuis juin dernier, on a acquis un broyeur grosse capacité, donc il peut broyer des branches d'environ 15 cm, et qui est dans un premier temps mis à disposition des mairies, donc pour permettre aux mairies, aux communes de mieux gérer leurs déchets des espaces verts, et qui ensuite sera déployé à plus large échelle, mais on va le revoir plus tard. Et ensuite, les autres moyens qui sont affectés au plan, donc notamment en termes de dépenses financières, ça comprend l'achat de composteurs individuels et collectifs, tout ce qui concerne la signalétique des sites de compostage, parce que le compostage, c'est vraiment des points sur lesquels l'accent a été mis, puisque c'est quelque chose d'assez visible. Et ensuite, tout ce qui est fournitures diverses, et ensuite un gros budget qui est alloué à la formation et à l'accompagnement des agents et des structures. Donc on va le voir notamment sur l'action suivante, sur la diapositive suivante. Alors, pour ce qui est de la communication et de la mobilisation des acteurs, on a vraiment voulu mettre une emphase sur la création d'une dynamique de réseau, puisque c'est cette dynamique de réseau qui va être essentielle pour mobiliser, créer des liens et perdurer les actions. C'est pourquoi on a d'un côté créé un réseau de guides composteurs, donc qui sont formés par l'association Humus et Associés, et qui vont agir sur le terrain pour la sensibilisation et pour l'exploitation des sites de compostage, donc dans les cimetières ou bien dans les écoles.
Donc ça c'est à destination des agents et des élus. On a de l'autre côté un réseau de bonnes pratiques de gestion des déchets verts avec des formations aussi pour les agents des communes pour apprendre à réduire les déchets verts et les apports en déchetterie. Et enfin, donc un réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire avec un programme d'accompagnement des cantines. Ça, on va le voir juste après. Mais avant, donc, pour ce qui est de la communication, des relais de communication, alors je m'en charge. Donc, je suis en lien avec le service communication de la communauté de communes. Mais pour m'épauler, donc, il y a les guides composteurs sur le terrain, sans oublier les référents de sites qui s'occupent de tous les sites de compostage et qui ne sont pas forcément formés officiellement par une formation certifiante. Et pour cela, on est aidé de supports de communication comme des panneaux, des affiches très classiques. Et aussi, nous utilisons l'application Intramuros qui permet à la communauté de communes de diffuser des informations aux administrés et aussi aux communes de diffuser ces informations par voie descendante. Tu voulais rajouter quelque chose, Florent? Non, on va faire rapport peut-être sur le réseau de guides composteurs, puisque je crois qu'on a une quinzaine de guides composteurs qui ont été formés. Ouais, ça a été une grosse action phare de l'année dernière, où voilà, pour vraiment bénéficier de bons relais sur le terrain, la communauté de communes avait décidé de mettre en place un gros programme de formation sur 2 sessions où on a formé à la fois des agents de communes, à la fois des élus locaux, donc ce qui a permis vraiment de constituer un réseau et à la fois, alors aussi bien en termes de formation, mais aussi d'échange. Donc les communes commencent un peu à échanger entre elles sur leur pratique au niveau du compostage, de l'utilisation des déchets verts. Donc ça a été vraiment une action phare de l'année dernière et qui est en train de porter ses fruits. Alors en termes d'action phare, on va également voir donc la principale de notre PLP-DMA. Alors il s'agit de la première action de notre axe principal, donc forcément on a envie de la mettre en valeur, c'est l'accompagnement à la réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Alors, comment ça s'est passé? L'année dernière, l'association Proportion, qui est une association toulousaine, a remporté l'appel à projet, l'appel à projet de la communauté de communes pour agir pendant 3 ans sur toutes les cantines du territoire. Donc, sur 3 ans, ils vont accompagner les cantines selon la spécificité dans la réduction du gaspillage alimentaire et ils espèrent réduire à peu près de 30% le gaspillage alimentaire dans ces cantines. Ça va nous permettre d'embrayer sur la facilitation de la mise en place de composteurs dans les cantines, puisque moins de déchets signifie une meilleure acceptation, une meilleure acceptabilité du personnel de cantine, mais aussi des parents d'élèves qui sont souvent présents autour du site. Voilà, ça pour revenir sur le gaspillage alimentaire, c'est le projet phare parce que c'est ce qui constitue la plus grosse défense, le plus gros effort qui a été alloué au plan de prévention, au programme de prévention, puisque au cours de la première CCES, pour refaire l'historique, il avait été décidé de mettre le gaspillage alimentaire comme action prioritaire, puisque finalement c'est l'action qui se situait le plus en amont et qui avait l'impact le plus fort en termes de réduction des déchets. Et surtout, cette action, elle a double tranchant, puisque non seulement elle permet d'avoir un impact quand même assez significatif sur la production de déchets des cantines scolaires, via la réduction du gaspillage alimentaire, et surtout, c'est une grosse vitrine, puisque à travers cette action, on cible à la fois donc, les élèves qui vont toucher les familles, les enseignants, donc ils travaillent un petit peu sur le sujet dans les écoles, les parents d'élèves, les élus qui sont impliqués parce qu'ils veulent que leur commune fasse partie du programme. Alors, cette action, au début, elle devait se concentrer juste sur 2-3 communes. Mais au final, quand on a présenté le projet aux élus, ça a été débattu notamment en conseil communautaire. Certains élus ont dit, mais alors pourquoi est-ce que ma commune fait partie du programme alors que j'ai une cantine avec de nombreux élèves? Et au final, les élus se sont entendus un petit peu par jalousie. Donc au final, voilà, tout le monde a voulu faire partie du programme. Donc finalement, mais ils ont débloqué les crédits pour que l'ensemble des cantines scolaires du territoire puissent être accompagné par cette association. Et donc, au final, voilà, on a joué involontairement, mais on a joué sur la rivalité entre communes pour ce point-là. Donc, en conclusion de ce plan, donc sur la dernière diapositive, donc, sur notre collectivité, alors,
on l'a pas précisé, mais elle fait 34 000 habitants et elle est principalement résidentielle. Donc, la mise en place a été vraiment favorisée par le rôle moteur qu'ont joué le trinôme élu, donc DGS et services techniques, où il y a vraiment eu une grosse impulsion et un gros portage politique, et ça, c'est déterminant. De toute façon, Madame Arnaud et Monsieur Pérez l'ont rappelé précédemment. Sans portage politique, c'est difficile d'aboutir au moins d'avoir les moyens. Donc, il y a eu, avec tout ce qui a été mis en place, dans un premier temps, une bonne appropriation des actions par les élus et les agents. Donc, c'était vraiment l'objectif de ces premières années, parce que nous, il est en place depuis 2020, et surtout avec la crise Covid, ça a un peu ralenti le rythme, mais finalement, on est reparti sur de bonnes bases en 2021. Donc, il y a quand même une dynamique qui a été créée. Concernant les difficultés, donc le retard qui a été lié au contexte sanitaire, dans le déploiement des actions et surtout dans l'achat de matériel. Et surtout, pour l'instant, on s'est focalisé sur des actions qui sont plus qualitatives pour vraiment faire prendre un petit peu pour que de plus en plus de gens s'approprient le plan. Mais évidemment, pour l'instant, on n'a pas encore d'impact sur vraiment significatif sur les quantités de déchets détournés. Donc, ça ouvre la voie aux perspectives qui vont être développées dans le cadre du PLP-DMA. Donc, notamment avec ce qui est prévu pour 2022 avec le développement du broyage sur placette. Donc, le broyeur qui avait été acquis cette année, qui sert d'abord aux mairies pour que les agents des communes puissent prendre la main sur le matériel, se l'approprier, nos agents aussi. Et l'idée, après, c'est d'organiser du broyage sur placette, donc ouvert aux particuliers, aux usagers. Donc, il va y avoir d'abord quelques communes pilotes. Ensuite, selon le résultat, on va probablement le généraliser à l'ensemble du territoire. Il y a un gros projet qui, pour l'instant, n'est pas validé politiquement, mais qui suit son cours, c'est de généraliser le compostage individuel à tous les foyers, puisque l'une des actions du plan, c'est notamment d'équiper une partie des foyers. Alors, on a 80% de foyers qui sont en maison individuelle sur le territoire. Et l'idée, c'est d'en équiper 25% des foyers. Et là, avec ce projet, on partirait plus sur peut-être 70 à 70%. Mais bon, il y a un impact financier non négligeable. Un gros investissement à réaliser. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est encore en suspens, mais ça pourrait être une action qui massifie les résultats. Donc voilà pour notre collectivité. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Questions, oui. Questions ouvertes, allez-y. Non, ça... Il n'y a pas l'air d'avoir de questions de la part des gens encore présents autour de la salle. Une question de Mélanie Damien. Qui utilise Intramuros? Alors, Intramuros, on a beaucoup travaillé sur le sujet avec le service communication. Alors, pareil, il y a eu un gros portage politique pour la faire accepter par toutes les communes, pour diffuser son utilisation à travers les communes. Il y a eu une belle campagne de communication qui a été menée. Et on estime qu'il y a à peu près, 2000 personnes qui l'utilisent sur 34 000 habitants. Donc 2000 personnes, donc 2000 foyers en réalité. Et ce qui peut avoir, alors on ne couvre pas évidemment une grosse partie, mais c'est quand même un outil de communication, un relais qui est assez efficace. Donc ça permet par exemple d'avertir les habitants d'une commune quand il y a une vente de composteurs délocalisée ou si le broyeur vient sur la commune. Ça permettra de diffuser et c'est assez interactif effectivement. Donc ça peut répondre à la question. D'autres questions pour David, Florent ou Léo? Non, ça... Je vous propose donc merci à tous. C'était très enrichissant, cette complémentarité entre le niveau syndicat de traitement, l'accompagnement qui est mené, la mutualisation des moyens, et puis derrière l'émulation que ça crée entre, je pense aussi Comcom, mais aussi entre les adhérents des Comcom, quoi, plein d'effets, d'externalités positives et de mise en mouvement. Et là, je vous propose qu'on invite Paul Ribaud de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne et Julien Bardas de la communauté de communes des Pyrénées catalanes
qui, eux, sont peut-être aussi rentrés dans une démarche d'émulation, mais surtout de mutualisation de moyens, qui nous présentent leur démarche, là. Voilà, Paul, Julien, c'est à vous. Donc bonjour, vous nous entendez bien? Bon, très bien. Allez, super. Donc merci de l'invitation pour vous présenter notre projet collaboratif. Donc Paul Ribaud de la Comcom Pyrénées-Cerdagne. Peut-être présent, si vous vous présentez. Donc bonjour à tous, donc Julien Bardas, responsable au niveau des déchets sur la communauté de communes Pyrénées-Catalanes. Et une troisième personne s'est jointe à nous, donc du coup je vais laisser se présenter. Bonjour, donc moi c'est Enzo Olivieri, je m'occupe de la partie prévention sur la communauté de communes Pyrénées-Catalanes et faire vivre aussi le PLPDMA. Donc on ne va pas revenir sur le fond du PLPDMA, mais plutôt sur notre mode de collaboration. Donc rapidement la situation géographique. Donc nous sommes dans le département des Pyrénées-Orientales, à l'ouest du département, entre l'Espagne, l'Ariège et l'Aude. On a deux entités, on va dire, administratives, mais un seul et même territoire géographique, donc deux plateaux de montagne, 15 000 habitants permanents sur les 38 communes, et on monte en saison jusqu'à 36 000 habitants, population DGF. Sur l'économie qui est principalement axée sur le tourisme et les stations de ski, stations de montagne. Sur la diapo suivante, voilà, donc sur la création du PLPDMA commun, on a échangé rapidement après le portage du PLPDMA au niveau du département par le CIETOM 70, notre syndicat de traitement des déchets. Dès 2017-2018, on s'est rapprochés. Le but était d'uniformiser la communication autour des déchets sur nos territoires. Voilà, qui n'ont pas de frontières, hein, où les usagers autant que les touristes, mais les gens vivent sur ces deux territoires. Donc on s'est dit voilà, d'uniformiser tout ça, c'était un peu le cœur de ce travail en commun. La bonne entente entre les techniciens a été importante, hein, les échanges récurrents, les réunions, les rendez-vous. On a mis à peu près, comme les autres collectivités, hein, à peu près 1 an pour élaborer ce PLPDMA. On a estimé le temps passé à un ETP pour 80 journées dans l'année. On s'est basé sur le socle, voilà, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, du plan qu'avait proposé le CIETOM 66, qui est d'ailleurs un des partenaires qui assistent à nos CCES. Petit plus dans les CCES, on a donc le vice-président de chaque collectivité en charge des déchets qui co-préside la CCES, après avec une composition classique, hein, des élus, les partenaires institutionnels, les associations environnementales. Pour ça, voilà, rien de particulier. Après, c'est comme partout, hein, c'est les ambassadeurs du tri qui font vivre le PLPDMA sur le terrain. Donc c'est eux qui le nourrissent et après avec nous, responsables du service. Mais voilà, on l'ajuste, les CCES annuels. Mais voilà, on se laisse une certaine liberté. On a des petits territoires, on a des agents polyvalents, donc voilà, on se laisse cette liberté. Un peu l'avantage de ce travail commun, c'est ça, c'est l'entraide. Au quotidien, on a nos ambassadeurs qui échangent régulièrement, qui s'appellent, qui se voient, qui vont voir ce que fait l'autre. Donc voilà, au niveau opérationnel, c'est vraiment un plus pour nous. Et la visibilité élargie de nos actions de communication, on ne se cantonne pas à nos territoires, hein, on va un peu plus loin, voilà, pour communiquer autant sur le papier que que par voie dématérialisée. Une difficulté peut-être pour ce travail en commun, c'était voilà, de définir, on parle voilà, des objectifs, des indicateurs, de vraiment se fixer des objectifs minimums
pour laisser à chacune des collectivités de pouvoir faire plus si elle le veut. Après, on a des moyens différents, mais par exemple, on parle des animations dans les écoles, on s'est fixé par objectif de, je crois, d'en faire 5 ou 10 par an. Si une collectivité en fait 15 ou 20, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, il ne faut pas non plus contraindre l'autre. Voilà un petit peu au niveau de la gouvernance, comment on fonctionne. Peut-être en suivant sur la méthode. Donc, pour rebondir sur ce que disait Paul, la première chose, c'est que quand on travaille sur 2 collectivités, l'esprit ne doit pas être à compétition, mais à la collaborativité. Donc, effectivement, hein, quand le CIETON 66, le plan local de prévention des déchets, est passé au niveau des EPCI, volontairement étant un territoire uni sur le même plateau, on s'est associés. On a décidé ensemble, les élus, sur un fort portage politique, mettre en place du coup une thématique et surtout une stratégie. Donc, dans un premier temps, hein, ça recueille un peu ce qui a été dit précédemment. On a mis en place des enquêtes publiques. Au vu de la pandémie, on a fait des permanences parce que c'était en 2020. Et ensuite, on a ensemble créé des supports de communication qui soient validés des 2 EPCI. Et ensuite, on les a diffusés sur différents canaux, donc journal local, newsletter, etc. Voilà. À l'issue, donc, on a mis en place donc, la CCES. Celle-ci se réunit annuellement. Donc, chaque année, on se déplace. Donc, on a commencé chez nos amis de Pyrénées-Sardagne. Ensuite, on est venu ici. Et la prochaine, qui doit être faite au mois de mai, se fera également à Pyrénées-Sardagne. Voilà. Il était important de partager ensemble le PLP-DEMA à tous les niveaux. Donc, lors de cette CCAS, ensemble, on contrôle du coup ce qui a été réalisé et on définit les actions. Ce qui fonctionne, pour rebondir encore sur ce que dit Paul, c'est les échanges permanents entre les 2 techniciens des EPCI. Donc, régulièrement, avec Paul, on travaille là-dessus. Encore hier après-midi, Enzo, qui est à côté de moi, ambassadeur du tri, s'est déplacé voir l'ambassadeur du tri de Pyrénées-Sardagne pour travailler sur des projets où des idées émergent comme de la communication. Donc, chaque mois, on fait de la communication au niveau des réseaux sociaux Facebook avec une thématique. Donc là, ils ont travaillé ensemble sur les nouvelles modes de diffusion avec les flux des déchetteries qui seront maintenant mis en place tous les mois. Voilà. Parce que nous avons dans les déchetteries des 2 côtés des professionnels qui se déplacent et qui ont accès malgré tout. Donc du coup, la communication est essentielle d'être sur les 2 territoires. Voilà sur la partie méthodologie. Mais il y a également des projets. Quand une EPCI a une idée de projet, comme nous actuellement, la gestion des déchets verts de proximité, on en fait part. On voit ensemble s'il y a nécessité de le faire, on travaille ensemble. Ce qui a été fait d'un côté, du coup, on prend le bon. Là, prochainement, on va mettre en place aussi les Givebox. Là, pareil, on travaille ensemble sur les supports de communication, sur les fournisseurs de matériel, etc. Voilà. Donc, on unit toutes nos forces pour pouvoir travailler ensemble. On va aller sur la slide suivante. Donc, le contenu. Donc, on avait les objectifs qui sont régionaux. L'état des lieux. Donc, on a commencé avec un bilan en instant T. Donc, on a essayé déjà de prendre un état des lieux des 2 collectivités. On a regardé ce qui a été mis en avant au niveau des points forts et des points faibles sur les 2 territoires. Ensuite, on a pris donc nos données. Donc, en 2015, on a retrouvé toutes les données de l'ensemble des flux. Donc, en ce moment-là, on s'est basé sur cette année-là. Et ensuite, on a élaboré une feuille de route. Voilà. Et du coup, dans cette feuille de route, on a regardé que les indicateurs de chaque action sont réalisables des 2 côtés. Même si une collectivité d'un côté pouvait faire plus, eh bien, on se mettait au niveau de la collectivité qui pouvait faire moins et vice-versa. Voilà. Je répète, c'est vraiment une collaboration et non une compétition. Ensuite, le territoire est petit, donc naturellement, on peut identifier des personnes qui souhaitent monter des projets en matière de protection de l'environnement, gestion des déchets. Donc, on peut aller au plus près de la population, ensemble. Ensuite, plan d'action récurrent. Donc, effectivement, le PLP-DEMA, donc chaque année, il est reporté avec des ajustements si nécessaire et avec des nouveaux projets qui vont s'intégrer parce qu'on est au début de notre collaboration. On espère qu'elle durera longtemps. Aujourd'hui, notre DMA, il faut le faire réduire. Les actions, on a plein d'idées. Voilà, donc on travaille ensemble pour les faire émerger.
les actions phares qui ont été mises en place de chaque côté. Donc, pour Pyrénées-Savanes, ils ont développé des compostages collectifs en établissement scolaire. Aujourd'hui, il y a 4 plateformes et ils ont un objectif de 11 plateformes. Pour notre collectivité, en vue de la loi de biodéchets qui nous arrive, on a installé depuis 2019 du coup 24 plateformes et on a un objectif final de 48 plateformes pour avoir un maillage efficace sur l'ensemble du territoire. Dans les 2 EPCI, on distribue également, on vend des composteurs. Pour conclure peut-être rapidement. Voilà, on va dire peut-être un aspect positif d'avoir initié cette démarche de collaboration sur le PLPDMA. Alors pas qu'on ait été précurseur, mais ça a renforcé l'envie pour les 2 EPCI de travailler ensemble sur d'autres domaines, la culture, la santé, l'urbanisme. Voilà. On essaye de s'accorder, d'avoir un peu la même politique, des spécificités, mais voilà, d'avoir une même politique globale et opérationnelle surtout sur nos 2 territoires. Il peut être aussi imaginé, dans le cadre du PLPDMA, mutualiser un poste à moyen ou long terme sur la gestion des biodéchets sur un mètre composteur. Voilà, donc on va, comme disait Paul, sur l'ensemble des projets. Aujourd'hui, il y a des emplois qui sont vraiment partagés, donc sur le projet de territoire, aménagement, etc. Et pour ce qui est des personnes qui sont touchées par notre PLPDMA sur notre collectivité, c'est environ 25%. Et il est très bien accueilli par ces personnes-là, on leur explique correctement, on essaie de mettre en place aussi sur nos bâtiments administratifs et sur les compétences dont on a, donc scolaires, etc. Oui, également sur les personnes qui en ont pris connaissance, hein. On essaye, voilà, outre les actions de terrain des ambassadeurs, de faire connaître ce PLPDMA. C'est globalement bien accueilli par le grand public. Donc voilà, il y a aussi un souci de le faire connaître et pas simplement de l'appliquer. Donc ça aussi, c'est un travail au quotidien. Voilà ce qu'on pourrait dire un petit peu sur notre collaboration. S'il y a des questions peut-être, Des questions pour Paul, Julien, Enzo? Non. Pas de questions? Merci à tous les intervenants pour ces expériences très diverses et très riches. On espère que ça vous a apporté un peu des éclairages sur les différentes façons possibles de construire un PLPDMA pour que cette contrainte réglementaire ne soit pas uniquement une obligation et un papier qui devienne un déchet, mais que ce soit au contraire un levier pour l'action et donc une ressource. Avant de vous quitter, on voulait faire un petit point sur les outils régionaux qui sont disponibles à votre disposition. Donc, je ne vais peut-être pas tous les citer parce que je vois que l'heure tourne, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre d'acteurs et de réseaux qui existent en Occitanie qui sont à votre disposition pour vous aider dans la mise en place de différentes actions ou alors pour avoir des retours d'expérience encore différents. Et d'ailleurs, on vous propose éventuellement de pouvoir vous apporter un peu un éclairage de nouveau sur des choses qui pourraient vous aider à construire votre prochain PLPDMA. Donc, on a voulu faire un petit zoom sur quelques outils régionaux qui existent que vous pourriez mobiliser éventuellement. Donc, comme le kit pédagogique de Graines Occitanie qui a été conçu pour accompagner à l'éducation, à l'économie circulaire. Donc ça, actuellement, il y a des formations qui sont prochainement en place, qui sont nécessaires pour pouvoir, pour les animateurs, pour utiliser ce kit. Il y en a eu un qui a été fait pour chaque département et qui peuvent être prêtés donc, aux gens qui savent animer cet outil pédagogique. On a aussi des outils comme Drastic on Plastic qui visent à accompagner les festivals pour avoir des festivals
zéro plastique. Donc, avec toute une démarche d'accompagnement à prendre en compte. C'est pas uniquement les gobelets dont il est question, donc qui existent aussi sur le territoire. Ou par exemple aussi des outils comme Réparacteur qui visent à fournir un annuaire des acteurs de la réparation en Occitanie. C'est un outil qui existe au niveau national et qui est développé par les chambres, les CMA, et qui a été donc également animé au niveau du territoire, avec un annuaire web qui est en ligne, et puis également des animations locales qui sont faites donc par les différentes chaînes de métiers pour pouvoir promouvoir cet outil et faire en sorte que de plus en plus de professionnels s'identifient et qu'on puisse les connaître et les reconnaître. On peut aussi citer un outil comme Airplace, qui est une plateforme qui vise à permettre de trouver et de revendre des matériaux d'occasion, qui sont aussi des surplus de neuf, notamment pour les équipements dans le bâtiment. Voilà quelques exemples. Il en existe bien d'autres et il y a aussi beaucoup d'outils qui ont été mis en place au niveau de chaque territoire. Donc, on pourrait éventuellement, si cela vous intéresse, vous les présenter. Donc, pour savoir justement ce qui vous intéresserait, on vous propose un petit questionnaire dont je vous mets le lien dans le chat pour justement identifier quelles sont les ressources dont vous auriez besoin aujourd'hui pour aller encore plus loin et donc avoir des choses supplémentaires pour alimenter vos PLPDMA. Donc, c'est un petit questionnaire qui est assez rapide, qui permet notamment d'identifier donc vos besoins, les outils que vous utilisez et vos bonnes pratiques pour qu'on puisse aussi les partager avec d'autres collectivités et que ça puisse servir à d'autres collectivités pour l'interconnaissance. Donc, on vous enverra bien entendu le lien également par mail, hein, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez retrouver tout cela sur la plateforme Cyclope dans la communauté SPGD, sur laquelle on mettra également le support de ce matin, ainsi que le replay dans quelques jours peut-être. Voilà, donc j'essaie de faire vite parce que je sais que les estomacs commencent à grogner. Donc sur les prochains rendez-vous, on envisage éventuellement de faire un nouveau webinaire PLPDMA prochainement sur les outils et éventuellement d'autres sujets en fonction de vos besoins. On aura également rapidement quelque chose sur les 3 R, monter et faire vivre les 3 R, notamment pour identifier le rôle des EPCI sur ce type de projet, comment est-ce qu'ils peuvent les accompagner et comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement faire connaître les 3 R sur leur territoire. On a aussi prochainement des journées réseau compost citoyen en Occitanie. Et puis, on a aussi le cycle Admit Biodéchets qui est programmé. Vous pouvez retrouver tous ces événements sur Cyclope. On vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des différentes actualités. Et c'est également un outil collaboratif dont vous pouvez aussi mettre des événements et des documents qui vous semblent intéressants à partager avec la communauté. Voilà, rapidement pour terminer. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, des remarques ? Pas de questions. Eh bien, écoutez, merci encore à tous les intervenants et à tous les participants. On espère que ça vous a éclairé et on espère vous retrouver aussi bientôt sur des rendez-vous en présentiel. Et n'hésitez pas à nous contacter votre référent territorial ou le référent thématique sur des sujets plus précis. Et si vous avez vous retrouvez les coordonnées des personnes qui sont intervenues. Voilà, mais merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée.